Bonjour et très heureux de vous accueillir sur la chaîne Infection Santé Naturopathie avec Jean-Brice Tivan et aujourd'hui donc une invitée que je vais vous présenter. Alors vous savez qu'on est sur une chaîne d'information basée sur la compréhension des mécanismes qui conduisent ou qui enlèvent la santé. C'est une chaîne aussi de remise en cause autour de la nutrition, qui touche au décodage psychobiologique des maladies, etc. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir donc Camille. Bonjour Camille. Bonjour Jean-Brice, je te remercie de m'avoir invité. Qui va nous partager donc son expérience de vie, hein, et vous verrez une expérience qui est assez douloureuse, assez difficile, un parcours, moi, que j'estime être exceptionnel et qui, je pense, va pouvoir apporter à beaucoup de personnes. Alors, je ne connaissais pas Camille il y a quelque temps. Elle a voulu témoigner parce qu'elle a jugé que son histoire pourrait justement, à travers donc l'approche globale qu'elle a eue, les remises en cause qu'elle a eues dans son histoire, pourrait profiter à de nombreuses personnes. Alors, pour la petite histoire, Camille est une anorexique, une ancienne anorexique, on peut dire. On est encore un petit peu en balance, hein, pas encore complètement guéri, je ne sais pas, tu nous diras. Mais j'ai trouvé que même si vous n'êtes pas anorexique concerné par cette maladie-là, son approche qui met en relation, on verra donc sa maladie avec, on va dire, l'approche psycho-émotionnelle, mais aussi son rapport à la nutrition, pourrait vraiment apporter à la majorité d'entre vous. Tu vas nous raconter un petit peu ton histoire de vie, ton rapport à la nourriture, ce qui a déclenché ton anorexie, ce qui t'en a fait aussi t'en sortir, et tu vas finir par nous expliquer ce que tu as mis en place dans ta vie aujourd'hui pour aider aussi ceux qui sont dans cette problématique-là. Je t'écoute, Camille, dis-nous tout. Oui, donc je suis Camille Lelièvre, je suis ostéopathe et j'ai souffert de l'anorexie à 14 ans. Donc c'était la première fois où ça s'est vraiment déclenché, où j'ai été hospitalisée, séparée de ma famille à ce moment-là. Il faut savoir que je vivais dans une ferme, donc à la famille, vraiment à la campagne. Et quand j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu 10 kilos en un mois. Et là, les médecins et la famille étaient vraiment impuissants. Ils se demandaient vraiment ce qui se passait. Donc là, j'ai été hospitalisée pour la première fois à ce moment-là et séparée de ma famille. Et j'ai Alors, vécu. je précise que c'est la procédure normale, hein, quand on devient anorexique. On est séparé, isolé de la famille, parce que pour les psychologues, psychiatres, etc., il y a un lien, hein, dans l'anorexie mentale entre souvent une relation conflictuelle particulière avec la famille. On en parlera peut-être après. Oui. Donc là, c'était la première fois voilà, où j'avais été hospitalisée. J'ai eu d'autres hospitalisations plus tard parce que bon, après, je suis retournée au lycée, j'ai passé mon bac scientifique et après, j'ai fait des études d'ostéopathie. Donc là, il y a eu des moments où j'avais repris du poids, mais à un moment donné, j'ai reperdu du poids, surtout parce que j'ai développé la maladie de Crohn. Donc ça veut dire que plus je me forçais à manger, plus j'avais mal au ventre. J'avais vraiment le ventre qui ballonnait. Et là, vraiment, j'avais des grosses diarrhées, du sang dans les selles. Et c'est vraiment, voilà, avec de la température vraiment très très mal. Et du coup, c'est plus je me forçais, plus mon corps rejetait. Et c'est vrai que là, je comprenais vraiment plus ce qui m'arrivait. Je savais plus comment manger. Et c'est pour ça que je suis passée par pas mal de, comment on va dire, de régimes alimentaires différents. Alors, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai fait quand même 7 ans de végétalisme. Et Alors, avant de détailler un petit peu ton alimentation à ce moment-là, tu as fait plusieurs séjours donc à l'hôpital. Tu oui. es descendu à combien de kilos si on t'a hospitalisé, c'est que tu étais dans une situation critique. Alors, quand j'ai été hospitalisée, là, quand j'ai été en réanimation, parce que j'ai été hospitalisée 5 fois, j'ai eu plusieurs rechutes. Et quand j'ai été vraiment en réanimation, je suis descendue à 24 kilos. Et là, même à l'hôpital, j'avais encore perdu 5 kilos, enfin, vraiment à la fin, donc peut-être à 23 en gros, parce que bah, ils arrivaient plus à m'alimenter. J'avais vraiment même une sonde nasogastrique où il y avait c'est du peptamène, en fait, c'est vraiment une sonde spécifique pour voilà, la maladie de Crohn. Vraiment, j'absorbais plus rien parce que même la voix, Ton ouais, intestin n'était plus capable d'assimiler quoi que ce soit. plus du tout. Et tu t'en es sorti in extremis alors. Tu es passé Oui. proche de Bah, la mort. c'est-à-dire que normalement, j'aurais dû mourir. En fait, si j'aurais été un animal, je pense que je serais mort parce que bah, à l'hôpital, ils m'ont dit, ils se demandaient en fait, ils me regardaient tous, toute l'équipe médicale était autour de moi. Ils m'ont dit que selon ma prise de sang, j'étais tellement bas en potassium que normalement mon cœur ne devrait plus battre. D'accord. Et voilà, je pense qu'il y avait une force mentale au-dessus de tout parce que juste avant d'être en animation, je suis revenue du Sénégal, j'ai repris l'avion toute seule. Et là, c'est comme j'avais perdu 10 kilos en une semaine, que j'ai sûrement eu une bactérie en même temps au Sénégal.
Ce qui fait que vraiment j'étais en état de déshydratation terrible et j'ai pris l'avion. J'étais en fauteuil roulant. C'est les Sénégalais qui m'ont porté en fauteuil roulant jusqu'à l'aéroport. Et j'avais ma table d'ostéopathie, mon ordinateur, tout à gérer, alors que j'avais pas la force de le porter en fait. Donc je sais même pas comment je suis atterrie à Marseille, puis après à Paris, quoi. C'était ta dernière hospitalisation, ça? Oui, à Garches. C'est-à-dire je suis restée 3 mois au service de Garches de réanimation et après je suis allée dans un autre centre. Ils m'ont mis dans un autre centre après. Donc, c'était il y a combien de temps, ça? En 2017, la réanimation. En 2017. D'accord. Donc, ça a commencé quand tu avais 14 ans. Aujourd'hui, tu en as J'ai 31 ans. 31 ans. Donc, c'était il y a 6 ans, hein, à peu près 5-6 ans, on va dire, tes dernières hospitalisations. Et à quoi est-ce que tu attribues, on va dire, ta survie, le fait que tu commences à en sortir? On verra tout à l'heure les causes, hein, ce qui a déclenché, je pense, ton anorexie, hein, ce que toi, du moins, ce sur quoi tu as travaillé, parce que tu as une démarche à la fois beaucoup sur le psycho-émotionnel et pas que sur la nourriture. Mais on va peut-être commencer par l'approche, ta relation à la nutrition, même si je ne pense pas que ce soit la cause ultime de ta maladie, bien sûr, hein, voilà, mais maintenant, ça t'a pas aidé et ça t'a peut-être conduit même au Crohn à un moment donné, on ne sait pas. Voilà, moi je pense qu'il y a les deux, même dans ton Crohn, hein. Il y a aussi l'approche émotionnelle qui a aussi déclenché le Crohn. On en reparlera juste après. Alors décris-nous peut-être ton parcours depuis l'âge de 14 ans, ton rapport à l'alimentation. Faut savoir que déjà, j'ai toujours bien aimé manger, hein, de bonnes choses. Je mangeais sainement parce que j'étais élevée à la ferme, donc je mangeais vraiment des produits sains. Au goûter, c'était vraiment pain, beurre, chocolat. On mangeait de la viande, des produits laitiers, on mangeait un peu de tout, mais pas de choses vraiment industrielles, fast-food. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était à peu près le goûter sain par rapport à ce que des parents donnent aujourd'hui aux enfants, quoi. Voilà, c'est pas des chips ou des choses comme ça. Mais vraiment, voilà, c'était plus les produits de la ferme. Mais moi, j'ai vraiment toujours bien aimé manger. Quand je suis tombée malade, là vraiment, je n'avais plus d'appétit. C'est-à-dire que je mangeais, quand je mettais quelque chose dans ma bouche, en fait, ça faisait comme si que je mangeais une pierre et que ça me rendait un grand stress en fait dans mon corps. C'est comme si que me remplir le ventre, ça, c'était une torture. Donc c'était pas le goût de l'aliment ou le fait de vouloir faire un régime, hein, j'ai jamais voulu ça parce que j'étais déjà très fine de base. Donc quand j'ai perdu du poids, c'est pour ça que j'étais tout de suite en hospitalisation parce que j'étais déjà fine. Mais en fait, c'est vraiment un mal-être profond en moi. Et à ce moment-là, comme j'avais tellement mal au ventre, j'avais le ventre qui ballonnait dès que je mangeais, j'ai essayé pas mal de régimes. Je me suis intéressée à la santé naturelle et j'avais entendu dire que les jus de légumes, ça pouvait enlever les fibres et du coup, c'était plus facile à digérer. Donc j'ai fait pas mal de jus de légumes et je suis devenue végétalienne aussi parce que bon, j'ai fait de l'orthorexie, c'est-à-dire que j'ai eu peur de manger des choses malsaines, des pesticides et voilà. Donc les produits animaux pour moi, c'était pas bon pour la santé. Donc j'ai retiré le gras, les produits animaux et je me suis tournée vers beaucoup de végétaux et de produits crus et notamment les oléagineux, les fruits secs. C'est-à-dire que je me restreignais dans la journée. Des fois, le soir, je faisais comme une crise de boulimie, à me remplir le ventre, à m'en faire mal en mangeant des oléagineux, des fruits secs et des jus de légumes. Donc, alors, tu précises justement que le corps, quand même en anorexie, il a des besoins, hein, des besoins physiologiques, il a besoin de nutriments. Et il y a un moment donné où même quand on est anorexique, où il y a un rejet inconscient, hein, c'est le cerveau qui rejette la nourriture, on est quand même obligé à un moment donné d'aller chercher des nutriments et on va les chercher sous forme de crise. Hein. Voilà. Alors toi, c'était les oléagineux, les fruits secs, les fruits séchés aussi, les fruits sucrés, je pense aussi. Hein. Oui, les dattes, les figues, les abricots secs, un peu tout. Et on va dire que tu es allé vers ça suite à une forme de mise en place d'une croyance que c'était l'alimentation idéale pour l'homme, hein, qui allait le mieux t'aller. Alors on verra qu'il y a peut-être une notion de détox, d'une volonté de nettoyer l'organisme peut-être aussi. Oui, hein. j'avais l'impression d'être souillée en moi de toute façon, hein, donc il fallait que voilà. Alors le mot souillé est très important, on verra pour la suite. Hein. C'est en rapport avec ton histoire justement et souvent on se tourne vers ce type d'alimentation qui on pense va nous purifier. En fait, c'est ce qu'on recherche inconsciemment. Et donc, quelques années, mois de végétalisme crudivore. Comment ça s'est passé? 7 ans à peu près. C'est-à-dire que comme j'étais dans mes 6 ans d'école d'ostéopathie, je me faisais toute seule à manger. Donc là, j'achetais vraiment ce que je voulais. Donc je mangeais beaucoup d'oléagineux, des fruits secs. À un moment donné, je prenais aussi des biscuits diététiques là. Mais vraiment, c'était. En fait, je faisais pas de place. Sous forme de biscuits, hein, c'est ça? Voilà, mais c'est-à-dire que Des je faisais légumes, pas. d'autres céréales ou pas? Légumes. Enfin oui, les légumes, j'aimais bien toutes sortes de légumes. Et après, oui, les céréales, je mangeais plutôt des biscuits avec des fruits secs parce que c'était facile et j'aimais pas manger les plats chauds.
Donc, pour moi, c'était la facilité de prendre. Et je pense que les quantités étaient très faibles niveau Euh, calories. C'est-à-dire, des fois, j'étais capable de manger des grosses assiettes de noix ou un paquet de biscuits, mais enfin, j'ai quand même souvent mangé. En fait, je me suis jamais vraiment restreint au niveau quantité, mais je mangeais des choses. Oui, mais Voilà. le rapport qu'ont les anorexiques à la nourriture, quand ils disent moi j'ai beaucoup mangé, si on regarde leurs calories sur la journée, c'est vraiment pas énorme. Et sur le plan qualitatif, bien sûr, toi, il n'y avait que des glucides en fait et un Mmh. peu de fibres, hein, voilà. Alors bien sûr, dans les oléagineux, il y a quelques protéines, hein, quand même, voilà, et il y a des acides gras. Mais si tu devais quantifier, tu avais à peu près combien sur une journée? Tu peux nous décrire ce que tu mangeais dans une journée à l'époque? Ça dépendait parce que j'ai même fait le jeûne intermittent. Alors, Mhm. ça dépendait si je faisais le petit déjeuner le matin. Si je prenais un petit déjeuner, souvent c'était plus un muesli avec. Ça pouvait être un yaourt. À un moment donné, je prenais quand même des yaourts avant d'avoir arrêté complètement le lait quand j'étais vraiment très Ouais, mais mal. tu prenais quand même au moins un yaourt par jour alors? Oui, au début c'était un yaourt. La première année d'ostéopathie, je prenais un yaourt le matin, un yaourt le midi. Mhm. Et après, vraiment, j'ai enlevé les produits laitiers, mais sinon, oui, c'était avec D'accord. des Après, il n'y avait céréales. plus que des végétaux. Alors, tu n'étais pas végétalienne pendant un temps et puis tu l'es devenue ensuite. Oui, S'il n'y avait plus de produits laitiers du tout, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc tu étais, on va dire, végétarienne avec un peu de produits laitiers et ensuite que des céréales et des fruits secs. Et à midi, tu mangeais quoi? Là, au début, c'était fruits secs avec des biscuits et des D'accord. fruits. Et le soir C'était- aussi? Non, le soir, les oléagineux et fruits secs. Oléagineux en plus. D'accord, ok. Oui, bon, tu devais, en termes de calories, je pense pas que tu prenais des grosses assiettes enfin, en quantité, hein, je veux dire, Ouais, de toute de façon, je pense calories. pas que je devais pas dépenser les 900 000 calories à peu près, je pense. Ouais, c'est ça, oui, oui. Ouais. Tu avais d'autres pratiques particulières à ce moment-là qui se sont installées de façon. J'ai eu aussi de l'hyperactivité, hein. C'est-à-dire que je sortais des cours, il fallait que je prenne le vélo ou courir. Vraiment, c'était l'hyperactivité. Je me suis jamais fait vomir, mais moi, c'était voilà la maladie de Crohn, la diarrhée et l'hyperactivité qui fait que je perdais tout. D'accord, donc il fallait que tu bouges, hein. Oui. Ça arrive souvent chez les anorexiques, hein. Il y Mm. a ce besoin d'éliminer, de brûler, de ne pas grossir, en fait, puisqu'on se voit gros, hein. Il faut bien Oui. comprendre qu'inconsciemment, le corps ne nous convient pas et on se voit toujours gros, hein. Donc c'est une déformation de la réalité. Comment le Crohn s'est mis en place, en fait? À quel moment c'est arrivé? Ma quatrième année d'ostéopathie, principalement, là où c'était vraiment intense. Donc c'était au Euh, bout d'un certain nombre d'années de C'est-à-dire que j'ai végétation. de plus en plus mal au ventre et de plus en plus du mal à digérer, des diarrhées, mais ça s'est vraiment intensifié quatrième année. Jusqu'après, la réanimation en 2017, là, c'était vraiment. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'avant qu'on voit comment tu en es sorti, parce que tu es descendu quand même à 24 kilos, 23 kilos, c'est hallucinant, hein. Tu mesures combien? 1,70 m. D'accord, ouais, en plus, tu n'es pas petite. Maintenant, toi, tu as fait beaucoup de thérapie, hein. Tu as mis en place beaucoup de choses pour comprendre ce qui t'était arrivé. Tu t'es prise en main, je veux dire, à partir de ton âge adulte. Qu'est-ce que tu as compris de ton histoire, du fait que ton anorexie s'est déclenchée? Oui. Alors, pour moi, il y a eu plusieurs choses, hein, parce que bon, j'ai fait de l'anorexie, il y a eu plusieurs autres symptômes associés. Donc, bon, on a l'hyperactivité, le fait que c'était un temps plein dans ma tête, donc j'étais vraiment stressée par les horaires. Je faisais aussi de la dermatillomanie, je me grattais en fait les jambes. Même à l'hôpital, ils étaient obligés de me mettre des bandes parce que je me grattais en fait, comme si je voulais me faire du mal. Il y avait ça, j'ai eu une amnésie post-traumatique aussi qui s'est libérée quand je suis arrivée après à Rouen, c'était en 2020. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu as compris à ce moment-là? Quand tu nous parles d'amnésie post-traumatique, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Si tu veux Oui. bien nous expliquer? Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu des histoires familiales d'inceste quand j'étais petite et c'est remonté à la surface en 2020. Et là, j'ai compris que en fait, moi, je luttais pour avoir un corps de femme, mais que en fait, dès que je reprenais un kilo, mon corps était stressé et qu'il se sentait voilà trahi et souillé et que je le savais pas. C'était des choses cachées dans la famille qui fait que je luttais toute seule face à moi-même et que vraiment mon corps il rejetait vraiment tout le fait de revenir un corps de femme, quoi. J'ai même souffert de vaginisme, donc ça a été vraiment très très loin. Alors, je vais préciser des choses pour les personnes qui ne comprennent pas forcément tous ces mécanismes-là, parce que ce n'est pas évident, hein. Il faut bien comprendre que quand on vit un traumatisme, comme tu as vécu de façon répétée, hein, sans doute des incestes répétés, le cerveau de la petite fille qui vit ça ne peut pas
accéder à la conscience, à la réalité, la souffrance est telle que le cerveau va refouler une partie de cette souffrance. Donc, il se positionne en situation, on va dire, de ne pas se souvenir d'eux, d'accord? Tu n'accèdes plus à la réalité. Pour ne plus vivre une telle souffrance, parce qu'on n'a pas les ressources pour faire face à ces actes-là. Et puis, donc, pendant plusieurs années, tu vis sans te souvenir, en fait, de ces incestes, de ce que tu as vécu. Je me souvenais de rien, mais il y avait un climat familial qui fait qu'il y avait un stress à ce sujet-là. D'accord. Donc, en fait, il y avait toi, ton inconscient qui savait, il faut le savoir, qui rejetait tout ce qui pouvait, dès que tu vivais une situation émotionnelle un peu stressante, quelque chose qui pouvait te rappeler ces viols, etc., à ce moment-là, ton cerveau se met en sorte de blocage, un refoulement monstrueux, et tu dérives dans des comportements qui vont essayer de soulager. En fait, le cerveau, en te mettant en anorexie, en te mettant dans un rejet de l'alimentation, etc., de l'incorporation des choses, il fait tout pour que tu n'accèdes pas à un statut de corps de femme, qui renvoie à la sexualité, qui renvoie à plein de choses. Et puis, tu nous as parlé de souillure, donc tu vas aller vers une alimentation, un mode de vie pour te nettoyer, éliminer cette souillure. Et souvent, voilà, on va vers une forme d'alimentation dite détox, nettoyante. Et en même temps, tu avais un climat particulier avec tes parents, mais qui n'ont pas su te protéger. Comment tu as perçu ta relation avec tes parents à ce moment-là? C'était très compliqué. Déjà, quand je suis arrivée, c'était justement en 2020, quand j'ai déménagé de la Normandie jusqu'à près de Lyon. Mes parents ont divorcé cette année-là. Il y avait des conflits familiaux entre les deux familles, parce que dans la ferme, en fait, il y avait un conflit de territoire, on va dire, dans la ferme. Et ce qui fait que moi, j'étais toujours entre deux portes, parce que j'étais la petite fille assez facile, assez timide, en fait, on va dire, et que j'étais un petit peu entre les deux familles. Et tout le monde voulait un petit peu me garder chez soi. Et c'était un petit peu la bataille. Et du coup, j'étais vraiment, la proie facile, on va dire, de la famille. Et du coup, c'est vrai que ces conflits familiaux-là ne m'ont pas aidé à pouvoir discuter ouvertement, parce que si je parlais de quelque chose, en fait, ça allait forcément frustrer quelqu'un. C'était un double viol, je dirais, de dire la chose, en fait. On reçoit une deuxième peine, en fait, comme si c'était notre faute. Et c'est pour ça que toutes les victimes ne peuvent pas dire la chose, parce que c'est comme une double peine pour elles. Et le fait de se sentir victime, c'est vraiment très, très dur. Tu n'as pas pu exprimer tes souffrances. Et donc, elles se sont engrammées, elles se sont somatisées, biologisées, on dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de porte de sortie. Même si tu avais voulu parler de toi, on ne s'occupait pas de toi, en fait, de tes ressentis, de tes souffrances. Voilà, c'est toujours remettre la faute sur quelqu'un d'autre, alors que moi, j'ai pas à juger qui que ce soit. J'ai jamais dit de méchanceté sur ma famille, mais simplement de reconnaître les faits. Il n'y a pas de bien ni de mal, en fait, dans les choses. Il faut juste pouvoir raconter l'histoire comme quelque chose de neutre, et que ça nous affecte plus au présent. Et c'est tout le travail que j'ai fait pour moi-même m'en libérer et pour pouvoir aider les autres aujourd'hui, parce que donc, tu n'as pas pu être écouté. Mais si les personnes ne peuvent pas t'écouter, c'est aussi parce que ça leur renvoie à des souffrances qui sont inavouables, qui sont inacceptables aussi pour eux, et ils ne sont pas capables de les gérer. Donc, on préfère fuir la problématique que de l'affronter et de se remettre dans une situation hyper problématique et stressante. C'est aussi un mécanisme de protection pour eux aussi. C'est pour ça que tu as raison de dire qu'il ne faut pas juger, parce que tout le monde a des souffrances, même si ça ne les excuse pas, parce qu'ils auraient dû t'apporter la protection, tu aurais dû être écouté et soutenu. C'était toi l'enfant, donc la maltraitance, c'est envers toi qu'elle a eu lieu. Qu'est-ce que, une fois que tu as eu cette prise de conscience, que tu es sorti de ce traumatisme, que tu es souvenu que tu avais subi des viols, des incestes, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est mis en place? Comment tu t'en es sorti? Eh bien, là, au début, ça a été très, très dur. J'ai eu une rechute, on va dire, de Crohn et d'anorexie, vraiment mal au ventre, plus d'appétit, vraiment. Donc, j'ai eu une chute à ce moment-là. Et il a fallu, là, je me suis dit, je pense que si je traverse ça, c'est que je suis capable de le surmonter, et il faut sûrement que j'en fasse quelque chose dans ma vie. Et je me suis battue pour m'en sortir. Et là, j'ai fait pas mal de constellations familiales. J'ai développé aussi comme j'ai vécu la mort imminente à l'hôpital, en fait, quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu quelque chose au fond de moi qui m'a dit, donc, Annie, t'as quelque chose à venir faire sur Terre, et pour pouvoir aider les autres. Et là, je crois que c'est la force mentale qui était au-dessus de tout. Et je me suis vraiment dit,
non, il y a quelque chose à faire de ça. Et même s'il y a une partie de la famille qui ne comprend pas, moi, je n'ai pas à en vouloir aux autres. Simplement, qu'est-ce que je vais faire de mon futur? C'est surtout ça, plus revenir dans le passé, mais qu'est-ce que je vais faire de mon futur? Et j'ai fait vraiment beaucoup de thérapie EMDR, EFT, l'hypnose et tout le travail de développement personnel, les livres que j'ai lus. Et aussi, j'ai fait un voyage initiatique, enfin un voyage, on va dire, aux Philippines avec les guérisseurs philippins, qui fait que ça m'a énormément, on va dire, relié à quelque chose de plus fort que tout, et qui m'a fait surmonter tout ça quand je suis revenue en France. Alors forcément, j'étais pas compris, je le racontais à personne, mais j'ai vécu des choses, on va dire, hors normes, qui fait que j'ai surmonté vraiment voilà, c'est vrai qu'à l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça, comment j'ai pu survivre et tout ça. Je pense qu'il y avait une Quelque partie chose au-dessus. énergétique, ouais, quelque chose d'énergétique qui m'a fait tenir le coup. Et aujourd'hui, je peux raconter les faits comme quelque chose de neutre et pouvoir, voilà, on va dire, transmuter quelque chose en une force, en fait. Parce que dans la vie, on a tous des blessures, on subit tous des choses difficiles, on a tous des obstacles à passer, et en fait, c'est de les voir comme une opportunité. Alors, je voulais juste préciser parce que s'il y a des personnes qui sont anorexiques et qui voient ce témoignage-là, ils vont se dire, ouais, il faut que je fasse tellement de thérapie, que j'aille au Philippines, machin et tout ça. Ça, Ouais. c'était ton parcours. Oui, moi, c'était très long, hein, parce que je n'ai fait pour plus de 16 ans, Mais j'étais ce vraiment que je très voulais mal. dire, c'est qu'il y en a qui s'en sortent sans ça. Et la première chose à faire, et tu l'as dit, c'est d'abord se réconcilier avec son histoire, avec Oui, la vie après en général, et ne pas accuser, ne pas se positionner uniquement en tant que victime, même si tu en as été une. Et c'est oui, important d'abord, des fois, d'être reconnu comme victime, d'abord prendre conscience qu'on a subi des choses qui sont intolérables, mais ensuite dépasser cette histoire-là. mm, C'est-à-dire ne plus avoir de rancœur, de haine, non. c'est mettre de la compréhension, je dis, là où il y a de la souffrance, pour C'est-à-dire que dépasser. même les personnes qui font du mal aux autres, ils ont eu eux-mêmes leur propre souffrance, et il y a des choses qui se répètent. Et le but, c'est de casser ça pour les générations futures et d'être créateur de sa vie, voilà, de pas se victimiser et se plaindre, vraiment De de passer à voir. autre chose comme tu l'as Ouais, fait, ouais, c'est effectivement. ça. On dit de faire de sa souffrance, de faire de sa maladie un talent aussi, hein, c'est ce que Mm. tu voulais dire dans la notion de transmuter. Alors justement, alors avant d'en arriver là, j'aimerais bien que tu nous dises sur le plan alimentaire, une fois Mm. que tu as fait donc pendant ces dernières années là toute une sorte de thérapie pour te libérer émotionnellement, qu'est-ce que, parallèlement, tu as débloqué sur le plan alimentaire? Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui? Comment tu manges? Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir rencontré mon conjoint qui est aussi agriculteur, mais agriculteur bio. Et à la ferme, c'est un petit peu ancestral, on va dire. Tout est fait au traditionnel, donc on a les produits de la ferme, tous les légumes du jardin, on a les œufs des poules, on a le lapin, le cochon, le veau, et on fait nos fromages et nos yaourts maison. Et c'est vrai que quand moi je l'ai rencontré, même au goûter, je le voyais manger du saucisson, du fromage, et au début je me suis dit, mais pour moi, c'est les légumes qui sont bons pour la santé, c'est pas vraiment la charcuterie. Et quand je le voyais, lui, il était en pleine forme. Mon conjoint était toujours, oui, toujours musclé, en pleine forme et prêt à faire de plein de choses. Et moi, j'étais toute fatiguée, anémiée. Je me dis, c'est pas possible. J'avais l'impression de manger sain, et je me dis, il y a quelque chose de pas normal. Et c'est vrai que quand je revenais le week-end le voir, parce qu'au début, j'habitais à Rouen et je le voyais que le week-end. Et quand j'ouvrais le frigo, j'avais envie de manger, j'avais envie de goûter en fait à ces fromages. Son saucisson, et même le matin j'avais envie de piquer un bout de fromage, et c'est petit à petit que j'ai goûté un bout, et en fait j'ai ressenti que mon corps en avait besoin, jusqu'à même un jour où j'ai mangé du foie de veau cru parce que j'étais tellement en anémie que mon corps en avait besoin, et je l'ai mangé avec plaisir parce que ça m'a tellement requinqué. En fait, c'était un besoin physiologique que j'ai retrouvé, et sans qu'on me force, parce que plus on me forçait de toute façon, plus ça me bloquait complètement. J'avais l'impression d'avoir comme un deuxième viol en fait. Et que quand ça venait par moi-même et que je reprenais le pouvoir sur ma vie, que j'avais envie de goûter des choses et que je savais que c'était sain, j'ai moi-même pioché dans le frigo, et petit à petit, ma belle-mère aussi me préparait aussi des morceaux de viande, du poulet, tout ça, et je repartais en semaine et je mangeais de la viande, enfin vraiment la viande de la ferme. Je vais juste préciser, si je me permets, hein,
c'est qu'il y a une relation toujours entre alimentation et vie émotionnelle, hein. On ne peut pas séparer les deux. Voilà, on ne devient pas orthorexique, anorexique. On ne rejette pas la chair, hein. Tu comprends la notion de chair qui est renvoyée à la chair physique, au corps, comme ça par hasard. Toi, tu as réussi à dépasser ça, c'est déjà un signe que ton cerveau voit la réalité autrement. Tu sors en fait de ta pathologie. Oui. Hein. Sinon, tu n'aurais pas pu y Non. accéder. Hein. Ton cerveau l'aurait rejeté. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de toi, il y a une situation émotionnelle qui commence à s'achever et tu démarres un nouveau cycle. Et par contre, tes besoins physiologiques, ils sont toujours là. Et tes besoins en fer héminique, je dis bien, parce qu'il y en a qui vont vous dire que le fer, on le trouve aussi dans les produits végétaux. Le fer non héminique n'est pas assimilable, hein, je le précise, et pas utilisable. Donc, on va dire que tu es devenu omnivore en mangeant produits laitiers, produits animaux, viande, œufs, tout ça. Et tu as gardé encore un peu des végétaux, je suppose. Comment évolue ton prône à ce moment-là? C'était beaucoup mieux. Alors j'ai toujours quand même des fois des ballonnements, voilà, des choses comme ça. Bon, il faut que je fasse attention justement de pas manger trop vite parce que j'ai eu tendance, voilà, quand je commençais à manger, en fait, j'avais l'impression de faire une crise de boulimie, de manger très vite pour me remplir le ventre et toujours me faire du mal. Hein, j'ai été jusqu'à manger de l'argile, vraiment des choses pour me faire mal au ventre. Mais là, je mange quand même beaucoup plus lentement, mais j'ai gardé encore une petite séquelle des fois que j'ai besoin de me poser à table et tout d'un coup de manger assez vite, c'est-à-dire que j'ai du mal à des repas qui durent très longtemps. Hein. Je peux pas vraiment grignoter pendant longtemps, c'est une souffrance pour moi parce que je préfère manger tout d'affilée, on va dire encore. J'ai gardé quelques séquelles de ça, même je prends conscience aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu manges aujourd'hui concrètement? Donne-moi ton menu du jour. Je pense que ça peut intéresser des personnes. Oui, alors il faut savoir que quand même que je suis pas forcément l'exemple parfait parce que chaque personne est différente. Bien sûr. Mais déjà, tu viens de loin. Et ce que tu as mis en place, déjà, c'est une révolution pour les anorexiques. Hein. Voilà. Alors le petit déjeuner, maintenant je privilégie le petit déjeuner parce qu'avant, bon, je faisais le jeûne intermittent, mais parce que je mangeais beaucoup le soir, je faisais des crises de boulimie le soir, ce qui fait que je n'avais pas faim le matin, j'avais le ventre ballonné. Alors que maintenant, le but, c'est que j'arrive le matin, que j'ai faim, que j'ai la patate pour faire vraiment avoir de l'énergie, de la dopamine le matin. Donc, mon petit déjeuner, il y en a deux, parce que le week-end, c'est un petit peu différent, mais en semaine, ce serait plutôt un œuf avec de l'orge, du kéfir de lait que je fais maison, yaourt maison, et je prends aussi de la couenne de porc, donc c'est riche en collagène. Donc, voilà, je fais vraiment un bon petit déjeuner, je mets à peu près 30 minutes pour le petit déjeuner le matin. Quand même deux bols parce qu'il y a un bol avec le mélange avec l'œuf et les céréales, et après un autre bol avec le kéfir. Un gros bol, ok. Ouais, deux bols de céréales, un avec un mélangé avec un œuf et l'autre avec le kéfir et yaourt, plus la couenne et un fruit. Voilà, donc non, c'est vraiment consistant. J'ai vraiment pas faim avant 13h le midi. J'imagine, ouais. Après, le midi, je suis plus sur la viande, des poissons. Alors, si je prends du poisson, je peux très bien manger du poisson, plus du saucisson, voilà, si ça me suffit pas. Vraiment, je me limite pas, en fait. La viande, pour moi, c'est à volonté le midi, avec toujours du fromage et des légumes. Voilà, le midi. Et le soir, c'est là où j'ai toujours gardé ce côté oléagineux, fruits secs, parce que pour moi, c'était l'alimentation qui m'a sauvé un peu la vie pendant que je n'arrivais plus à manger. Un côté plaisir et il y a quelque chose d'émotionnel qui est relié à ça. Alors je dis pas que dans quelques années je mangerai peut-être plus comme ça. Et là en ce moment j'ai encore besoin de me nourrir émotionnellement de ça le soir. Voilà, parce que la nourriture c'est aussi physiologique, mais il y a une partie émotionnelle et ça m'équilibre comme ça en ce moment. Hein. Il faut savoir que selon aussi les saisons, selon où je suis, ça peut varier. Si je pars en vacances, je vais pas forcément manger la même chose, et selon les saisons. Alors là, ce que je vais dire, c'est pas pour te juger du tout, hein, parce que ton parcours, tu t'adaptes comme tu peux et c'est très très bien. Maintenant, je vais prendre du recul par rapport à des personnes qui diraient, voilà, c'est bien, elle a un côté viande à midi, un côté oléagineux, fruits le soir et des céréales le matin avec des œufs, c'est très bien. Et puis il y en a un peu de produits laitiers, tout va bien. En réalité, si quelqu'un venait consulter uniquement pour un Crohn, par exemple, hein, tu vois, et donc une inflammation importante d'intestin, le fait d'associer et de consommer encore des aliments qui sont pro-inflammatoires, en fait, hein, qui sont très difficiles à accepter pour l'intestin, même pour quelqu'un qui a ton parcours, ou même pour quelqu'un d'autre d'ailleurs. Je parle des céréales qui contiennent beaucoup de lectine, des oléagineux qui contiennent beaucoup d'acide phytique, entre autres. Hein. Et puis, tu as encore des légumes hein, qui apportent pas mal de fibres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, mais que tout ça rajouté, un derrière l'autre,
plus les produits laitiers, hein, qui sont riches en caséine, qui sont pro-inflammatoires pour certaines personnes, ça fait un mélange qui, objectivement, voilà, ne serait pas idéal pour toi. Voilà, pour quelqu'un qui a un Crohn, si tu vas évoluer, il faudrait que tu mettes ton intestin complètement au repos, avec des choses directement assimilables qui soient passées par l'estomac et la digestion haute du système digestif, et qu'après, l'intestin n'ait plus rien à faire qu'assimiler et sans créer d'inflammation. Le problème, c'est que si tu gardes autant de fibres, de céréales, de légumineuses, d'oléagineux, tu n'y arriveras pas à cicatriser complètement ton intestin, sachant que, attention, ton Crohn est aussi relié à ton histoire familiale. Dans un Crohn, on a toute la problématique de je n'arrive pas à éliminer la crasse, une crasse familiale. Alors ça, c'est surtout pour le côlon, hein. Et quand il y a des saignements, c'est en relation, on les sent avec la lignée de sang, la famille. Donc, pour moi, il y a encore quelque chose qui n'est pas achevé émotionnellement. Et tant que tu te raccrocheras à cette alimentation qui a été la tienne pendant ces 7 ans où tu as essayé de sortir de l'anorexie, il y a encore un lien qui n'est pas totalement achevé, tu vois, qui te maintient dans cette situation. Parce que là, je suis en sortie, c'est-à-dire que j'ai énormément évolué et j'évolue encore, mais en fait, il y a quelque chose au fond de moi du traumatisme, voilà, qui a fait que j'ai vécu pas mal de choses, voilà, et qui a quelque chose d'émotionnel encore. C'est très compliqué, tu as fait déjà un parcours énorme. Et ce que je voulais dire, c'est que peut-être tu pourrais essayer ce qu'on appelle des actes symboliques. C'est des fois le fait de s'adresser à la personne par laquelle tu as subi ces actes-là, par l'intermédiaire d'une lettre, en exprimant des ressentis, ce que tu aurais aimé faire à ce moment-là, ce qui t'aurait permis de t'en sortir quand tu étais petite fille, etc. Et de brûler la lettre ou de l'envoyer, voilà, ou demander réparation. Il y a des fois des actes de demande de réparation. Ce n'est pas toujours possible, parce que la personne n'est pas forcément là, etc. Mais il y a des personnes qui font ce type d'actes, qui finissent d'achever émotionnellement les choses. Voilà, ça existe. C'était tous les travaux de Jodorowsky en particulier, je ne sais pas si tu connais. J'en ai entendu parler. Bon, de toute façon, les lettres symboliques, il paraît que c'est mieux justement d'envoyer la lettre même à une adresse inconnue. Oui, c'est possible. Après, il y a toutes sortes d'actes symboliques, hein, et de façons de faire, on est bien d'accord. On va rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, peut-être qu'il y a encore des choses que tu pourrais faire qui pourraient t'aider vraiment. Juste, tes analyses de sang, comment elles ont évolué? Ton poids, comment il a évolué lorsque tu es redevenu omnivore? Oui, là, ça fait que de reprendre, je reprends de la vitalité en fait. Depuis que je suis devenue omnivore, là, j'ai repris du poids. J'ai ma prise de sang donc j'étais à 8 d'hémoglobine, là, je suis presque à 12, à 11,8, je crois, sans complément alimentaire. Donc, je prends plus de B12, plus de fer, plus de corticoïdes. Donc, vraiment, là, je fais tout que avec l'alimentation. J'ai jamais pris d'autres compléments alimentaires parce qu'au début, quand j'avais eu la sonde, après, on m'a dit je buvais même la sonde à un moment donné parce que j'en avais marre d'avoir la sonde dans le lait. Donc, je buvais le produit parce que ça n'existait pas en bouteille. Donc, du coup, j'étais obligée de boire vraiment dans les gros bidons de sonde. Et là, j'ai plus eu de compléments depuis assez longtemps, depuis au moins 2017, 2018. Et là, c'est vraiment que l'alimentation, parce que même quand je prends du kéfir, je prends vraiment la crème du kéfir, vraiment pour avoir toutes les vitamines liposolubles qui sont solubles dans la graisse, justement. Donc, je suis pas du tout carencée ni en fer. Ni de la chair ni de la graisse, on est bien d'accord. Tu en consommes. Oui, parce que j'utilise, par exemple, quand je mange de la viande, je mange aussi le gras de porc, vraiment le gras de l'animal, en fait. Même le poulet, je vais prendre plutôt les cuisses, tout ce qui est les parties les plus grasses, en fait. Je préfère manger ça. Et ça me dérange pas. Tu es bien déjà sur la voie de la guérison. Oui, non, ça, j'ai pas de souci avec manger du gras, il n'y a pas de souci, tout ce qui est crème, le gras de la viande. Ce qui me fait encore... en fait, ce que j'ai l'impression d'être empoisonnée quand je mange vraiment une graisse hydrogénée ou, par exemple, une huile industrielle dans la poêle, rien que de la sentir, je sens que ça va pas être bon pour moi. Donc là, je vais pas manger ça. Mais par contre, le gras de l'animal, il n'y a pas de souci. Vraiment, je veux manger sainement. Alors même s'il n'y a pas de perfection, mais voilà, au moins je mange quelque chose où je sais que je vais pas avoir de blocage dessus, et au moins je sais que je vais bien manger en quantité. Et ton Crohn, il en est où? Alors là, j'ai plus on va dire, de diarrhée, voilà, de perte de poids comme avant. Il m'arrive encore d'avoir le ventre ballonné, mais je pense qu'il y a encore quelques moments où je peux avoir une contrariété ou quelque chose d'émotionnel qui fait que je vais manger plus vite, ou voilà, je vais plus me faire mal au ventre et je vais avoir le ventre qui va ballonner. Mais maintenant, ça va se passer à une fois par mois, une fois tous les 2 mois, alors qu'avant, c'était tous les jours. Mais tous les jours, j'étais obligée de m'allonger à en tomber dans les pommes.
quand tu parles de contrariété émotionnelle, attention, hein, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est possible, hein, mais je pense que tu aurais un grand progrès encore à faire pour ces ballonnements par rapport, je te dis, aux oléagineux le soir, Ah oui. aux fruits séchés, voilà, Et et on, avec on cette… mange aussi par rapport à nos émotions. Je pense que Oui, voilà, on choisit nos pour l'instant, aliments t'en par as. rapport à. Ouais. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, je ne juge pas, hein, mais Mm. voilà, moi je pense que si tu pouvais en enlever un tout petit peu déjà, progressivement, peut-être que tu verrais une amélioration, mais il faudrait Ouais. le remplacer par autre chose, hein, donc par des protéines, hein, des choses très digestes, que l'intestin n'intervient quasiment pas. Hein, c'est les protéines animales que l'estomac va digérer en priorité avec un peu d'aide du pancréas dans la partie haute. Et après, ton intestin, mais il n'a plus qu'à assimiler ce qui a déjà été Oui, et puis prédigéré avant. j'ai été tellement en dénutrition qu'en fait, c'était un cercle vicieux parce que j'étais tellement en sarcopénie, donc j'avais plus de muscles, ce qui Ah fait oui, que j'avais plus non plus assez de protéines pour fabriquer des enzymes digestives. Donc, ce qui ah fait que oui, d'accord. même quand je mangeais de la viande, je pouvais pas la digérer Oui. au début. Donc, j'y suis allée vraiment très, très progressivement. Au début, c'était un fromage par semaine, un petit morceau. Après, j'ai un peu de viande. Et ça a été petit à petit et tout le temps, je rajoutais jusqu'à ce que je me suis vraiment reconnectée à mon corps et vraiment, même aujourd'hui, j'ai plus envie de faire de crise de boulimie sur des noix ou des choses comme ça. Ouais. C'est vraiment la petite chose qui devient raisonnable, mais parce que comme j'ai bien mangé le matin et le midi, ce qui fait que Oui, j'ai il n'y a plus pas besoin besoin, voilà, j'ai pas de de… crise de boulimie le soir. Et Hmm. j'ai réussi à Je parlais transformer juste ça. en termes d'inflammation, tu vois. Oui, oui, bah, ça Pas c'est de sûr. crise de boulimie, tout ça, c'est que c'est agressif, c'est tout pour Mmh. l'intestin. Bah, bravo pour ta progressivité, parce qu'on n'imagine pas d'où tu viens. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de Non, la en fait, souffrance. quand j'étais à l'hôpital, pour vous dire, j'étais tellement pas autonome que je pouvais même pas lever ma tête de l'oreiller. J'avais une minerve pour me tenir la tête et en plus de ça, j'avais plus de muscles dans le cou et j'avais pas la force de tousser. Donc c'est pour ça que j'avais pas le droit de manger par la bouche. J'étais obligée d'être alimentée pendant 3 mois uniquement et l'eau aussi par le nez parce que j'avais pas la force de si je pouvais m'étouffer en fait en mangeant. Donc ça, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point ça peut être. Bah, Oui, c'est ouais. c'est vraiment. Et pour finir, bah, écoute, on va peut-être dire ce que tu fais maintenant aujourd'hui, ce que tu en as fait de tout ça, ce que tu Oui. proposes. Alors, c'était pas mon métier de base, mais en fait, j'ai fait 6 ans d'études d'ostéopathie, mais j'ai quand même vécu l'anorexie pendant 16 ans, un grand parcours au niveau développement personnel, les thérapies que j'ai fait. Et en fait, je me suis dit que j'étais encore plus performante dans le fait de connaître la nutrition, la gestion du stress et les traumatismes du passé. Et je me suis voilà dévouée à créer la méthode STAR sur 10 étoiles. Donc, le but, c'est de valoriser la guérison de l'anorexie et de la boulimie. Tout est expliqué sur ma chaîne YouTube Anorexie Guérison Étoilée. Et là, il y a vraiment, voilà. En fait, on valorise, à chaque fois qu'on gagne une étoile, on valorise la guérison. Et voilà, les personnes peuvent guérir en ayant un diplôme à chaque étoile. Et c'est plus un contrat de poids où on doit prendre 1 kilo pour avoir le droit à quelque chose. C'est vraiment, on guérit pour soi. Et ça passe par quel outil, quelle Voilà. technique? Alors, on a tout ce qui est les gestions du stress, la guérison des blessures du passé, les croyances limitantes, la nutrition, micronutrition. On va jusqu'au savoir qui on est, le projet de vie, le rythme de vie et la mission de vie. En fait, à la fin de l'accompagnement, on a vraiment un projet, que ce soit professionnel, au niveau personnel. Et vraiment, on va travailler sur soi, apprendre à savoir qui on est, ce que l'on a envie, ce que l'on aime manger. Moi, je m'adapte vraiment par rapport aux personnes, comment elles travaillent, leur rythme de vie, et ce qu'elles ont vraiment envie. Et il n'y a pas de… Chaque personne n'aura pas le même plan alimentaire ou quoi, parce qu'on est tous uniques et on évolue tous différemment. Donc, il n'y a pas de dogme, tel régime. Et voilà, c'est vraiment… le but, c'est de se réconcilier avec soi en priorité. Et après, c'est comme un bébé, il sait ce qu'il a besoin de manger. Et on se reconnecte à soi et on guérit vraiment pas en écoutant quelqu'un d'autre ou en prenant le modèle de quelqu'un d'autre, mais vraiment on guérit grâce à soi-même. Et moi, D'accord. j'apprends Et à si ça. quelqu'un donc veut te contacter, a une anorexie, donc c'est plutôt destiné à des personnes qui ont de l'anorexie, on est bien d'accord, en Anorexie priorité. et boulimie, j'ai aussi des personnes qui font des crises de boulimie ou qui ont été hospitalisées, qui n'ont pas supporté la prise de poids rapide et qui font des crises de boulimie ou qui passent de l'anorexie à la boulimie. En fait, comme tout est lié, il y a des personnes qui font de la dermatillomanie, de l'hyperactivité, de l'orthorexie. Tout ça, c'est lié, mais en fait, on va aller corriger vraiment la cause profonde et retrouver qui on est. Et donc, tout le programme est adapté pour ça. Et c'est une méthode sur 10 étoiles qui dure entre 6 mois et 1 an. Et après, on devient autonome dans sa propre guérison, on devient créateur de sa propre vie. Donc, Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça, surtout pour ton témoignage qui était vraiment exceptionnel, très fort. Il montre vraiment
qu'il y a une relation très forte entre nos symptômes et notre histoire de vie, que ce soit ton anorexie, ton Crohn, ta pathologie de peau. On voit très bien qu'elle a été déclenchée suite à un traumatisme, une histoire particulière. Par contre, on en sort toujours par une approche globale, en tenant compte, bien sûr, de différents paramètres de notre santé, que ce soit les paramètres énergétiques, physiques, émotionnels, psy, voire même spirituels pour toi à un moment donné. Tu parlais d'une force au-delà. Et cette approche qui est holistique, comme on dit, c'est vraiment l'outil majeur de la guérison. Oui, et puis surtout, je voulais dire attention parce qu'il y a beaucoup de séquelles de l'anorexie. J'ai souffert de l'ostéoporose, j'ai eu une fracture lombaire. Voilà, je voudrais pas qu'il vous arrive ça. Donc, vraiment, demander de l'aide, c'est vraiment avec bienveillance que je vous dis ça parce que ce serait vraiment dommage de se détruire la santé, que ce soit irréversible par la suite. Voilà. C'est pas si simple que ça pour un anorexique de voir qu'il est malade. C'est une psychose, donc il faut qu'il soit bien entouré et c'est à son entourage de réagir. Le problème, c'est que souvent, le problème vient de l'entourage. Et il y a souvent une personne extérieure, peut-être comme ton ami, qui t'a permis d'avoir aussi un déclic, de t'aider et de t'accompagner, plutôt que parfois certains membres de la famille, d'où vient le problème. Bon, en tout cas, merci énormément, Camille. Je mettrai donc toutes les références sous les commentaires. Et écoute, je te souhaite de continuer à évoluer, à aller de mieux en mieux. Et je vais te laisser un dernier mot. Ça me touche vraiment de pouvoir avoir partagé ce témoignage qui est quand même assez intime pour moi et de le partager comme ça. Ça prouve que j'ai beaucoup évolué parce que moi qui étais très timide de base, je suis pas toujours, j'ai pas toujours tout dit. J'ai beaucoup gardé pendant des années tout sur moi. Et là, pouvoir le partager, ça va peut-être libérer aussi la parole d'autres personnes qui puissent me contacter. Ce serait avec bienveillance. Tout ce qui se passe entre nous reste entre nous et il faut pas hésiter justement si vous avez subi des choses aussi difficiles dans votre enfance ou des choses que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à me contacter parce que ce sera avec bienveillance que je pourrais vous aider. Je suis passée par là, donc vous allez perdre beaucoup moins de temps si vous contactez quelqu'un qui a vraiment vécu ça. Et merci à toi, Jean-Brice, pour tout le travail que tu fais parce que je te suis depuis des années. Et même quand j'étais malade, j'écoutais aussi tes podcasts et ça m'a beaucoup inspirée. Voilà, je te remercie. Eh bien, bravo, tu as un bel exemple de transformation donc, de ce qu'on disait tout à l'heure, d'une souffrance en un talent et tu le mets au service des autres et bravo. À bientôt, Camille. Merci, Jean-Brice, à bientôt.